bienvenue à ceux qui sont en ligne et à tous ceux là qui sont ici à l'Institut catholique de Paris. Donc pour cette deuxième journée sur notre rencontre 2024 des semaines sociales, pourquoi allons-nous travailler ? Donc bienvenue aussi à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième journée. Et merci donc à Monseigneur Laurent Ulrich d'avoir présidé notre messe ce matin. Et également à ceux qui ont concélébré, à Père Jacques Benoît Rocher. Merci aussi à ceux qui ont contribué à animer cette célébration, en particulier Alice Lemoal, Jacques Benoît Rocher, et également Dominique Pelou-Praillet pour les chants et le groupe d'animation musicale Anawim. Donc, je rappelle pour ceux qui sont en ligne qu'il n'y aura pas de questions pour cette première table ronde, étant donné qu'il y aura des séquences en vidéo avec des questions posées dans les vidéos. Par la suite, vous aurez la possibilité à nouveau de poser des questions, que ce soit pour ceux qui sont en ligne ou ici. Donc, en écho à la rencontre que nous avons eue en 2023 à Lyon, qui portait donc sur le thème de l'écologie, nous avons souhaité faire une articulation aujourd'hui entre travail et écologie, autour des questions essentielles sur le sens et la place du travail. Donc, comment imaginer et aller vers une écologie du travail ? Je vais donc laisser la parole à Alain Paillet, qui est rédacteur en chef du Jour du Seigneur. Pardon, Éric Paillet, pardon, excusez-moi. Éric, bien sûr, qui est rédacteur en chef du Jour du Seigneur. Voilà. Et puis bienvenue à nos invités, donc Sophie Thierry et Jean-Baptiste Barfetti. On peut les accueillir. Merci. Bonjour à tous, nous allons démarrer cet atelier qui s'est intitulé « Vers une écologie du travail » qui a été brillamment préparé par Eric Wendling et Olivier Paquier. Ce matin, nous allons nous intéresser notamment à la question du changement climatique et la manière dont il influe, dont il modifie la question du travail, comment à la fois il exerce des changements auxquels le monde du travail est amené à s'adapter, et puis on voit bien aussi se poser des questions derrière qui sont plus larges sur le sens du travail. Je vais vous emprunter déjà une de vos formules, Sophie, excusez-moi, c'est quelle est la place du travail dans la vie et la vie au travail. Et pour cela, nous avons la chance d'avoir en effet un travail préliminaire qui a été fait par Eric Wendling avec Sophie Mistral qui a fait un montage et qui sont allés interviewer trois professionnels qui à un moment ont pris conscience justement de ce changement climatique et de la façon dont ça les interpellait sur le sens de leur travail ou le sens de leur carrière ou la façon dont en tout cas ils voulaient placer le travail dans leur vie en adéquation avec leurs convictions. Permettez-moi de vous présenter donc nos deux invités. Sophie Thierry, bonjour. Voilà, je vous donne le micro, s'il est allumé. Voilà. Là, c'est bon, je crois. Oui, voilà. Voilà, donc vous êtes membre du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Vous êtes présidente de la commission Travail-Emploi, autant dire que voilà, vous êtes à votre bonne place ce matin. Et vous avez notamment été garante des Assises du Travail. Et vous avez donc remis un rapport avec Jean-Dominique Sénard sur la façon de reconsidérer le travail aujourd'hui. Peut-être un petit mot quand même sur la façon dont vous vous positionnez par rapport aux questions qu'on va se poser ce matin. Oui, d'abord un grand merci pour cette invitation. C'est vraiment un plaisir, un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Ce sujet du travail revient dans le débat social. C'est vrai, avec les Assises du travail, je pense que ça a été un grand moment pour relancer publiquement et largement le débat sur le travail, après une période où le chômage de masse avait quand même beaucoup focalisé le débat social, le débat public et même parfois le débat entre partenaires sociaux sur la question de l'emploi, puisque le chômage de masse nous a invités à essayer de trouver toutes les solutions pour permettre à chacun d'avoir un emploi. Et peut-être qu'on a un peu perdu de vue le sujet de la qualité du travail et du sens
du travail, qui sont pourtant des éléments très constitutifs d'une politique de plein emploi et qui font que les gens ont envie d'aller travailler et peuvent s'émanciper au travail, par le travail. À vos côtés, Jean-Baptiste Barfetti, vous êtes un peu le régional de l'étape, puisque vous êtes directeur exécutif de la chaire de l'ICP et de l'ESSEC, une chaire entreprise et biens communs. Un petit mot sur le travail de cette chaire et sa vocation ? Oui, merci. Moi aussi ravi d'être avec vous ce matin. Effectivement, donc cette chaire constituée entre l'Institut catholique de Paris et ESSEC, qui travaille avec 7 entreprises partenaires sur ces questions de responsabilité de l'entreprise, ces questions de la mission, et notamment dans le travail. Et on prépare un rapport sur la responsabilité territoriale des entreprises. Donc vous disiez régionale de l'étape. On s'est intéressé à ces questions. Comment la responsabilité des entreprises n'est pas quelque chose qui flotte de façon désincarnée par rapport au cadre où l'on vit. Et j'en profite pour dire aussi que je co-dirige un programme de recherche au Collège des Bernardins sur ces sujets de travail. Et puis vous êtes aussi donc membre d'un collectif qui s'appelle entre entreprise et intérêt général. Ça c'était le rapport, excusez-moi. Entreprise et biens communs. Et puis le projet Sens. C'est ça. Donc c'était un collectif qui est né à l'époque où vous aviez donc un rapport. Vous avez été rapporteur du rapport Sénart-Nota. C'était en 2017, voilà, qui a donné la loi Pacte. Et vous aviez à l'époque interrogé énormément de professionnels dans le monde du travail, et vous avez repris donc ce travail récemment avec ce collectif. Exactement. Donc on a tellement été enthousiasmés par le travail qui a été fait en 2017 sur ces sujets d'entreprise, de gouvernance de l'entreprise, comment on adapte, j'en dirai un mot tout à l'heure, qu'on a réuni à IC10 et on a voulu se pencher sur cette question du sens au travail. Et pour ça, on a travaillé avec une dizaine de grandes entreprises, leurs dirigeants, leurs DRH. Et je veux dire que je partage totalement la méthode que vous appliquez aujourd'hui, donc les vidéos de témoignages qu'on va voir. Nous, on a tendu le micro aux salariés, aux managers dans les entreprises avec des groupes de discussion, parce que de notre point de vue, on ne peut pas parler du travail d'en haut, entre experts, sans avoir le point de vue vivant sur le travail vivant. Oui. Je vous en prie, Sophie, que vous voulez nous dire un mot quand même sur le Conseil économique, social et environnemental. Voilà, parce que je vous ai parlé de rapport qu'on a fait donc avec Jean-Dominique Sénart quand même. Il y a un trait d'union assez fort sur les assises du travail, et donc on a rendu ce rapport qui s'appelle Reconsidérer le travail en 2023. Et par ailleurs, à la commission travail-emploi, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas le Conseil économique, social et environnemental, c'est la chambre de la société civile organisée à côté de l'Assemblée nationale et du Sénat. 175 conseillers qui viennent d'horizons très variés. Et à la commission de travail-emploi, on a des représentants des organisations syndicales de salariés, d'employeurs, mais aussi les mouvements de jeunesse, mais aussi des ONG environnementales, mais aussi des associations représentant les familles. Donc on a une vision très sociétale de ce sujet du travail. Et donc quand on a commencé le mandat 2021-2026, on s'est fixé une feuille de route en 4 points, je l'ai dit très rapidement. Le premier, c'était redonner de la centralité au sujet du travail versus celui de l'emploi, même si évidemment les questions d'emploi sont encore totalement pertinentes, mais donner plus de centralité au travail. Le deuxième, la question de la transition écologique. Donc, vous voyez, on est vraiment dans le thème. C'était, on ne peut plus parler de ces sujets de travail et d'emploi sans en même temps, pas à côté et en voyant les éventuelles conséquences. Non, penser en même temps les transformations du travail, de l'emploi et la transition écologique. Et d'ailleurs, nous avons fait 2 rapports, un sur l'impact des dérèglements climatiques sur la santé au travail et un autre sur comment mobiliser les acteurs de l'emploi et du travail pour réussir la planification écologique. Le 3e axe, c'est la conviction que le dialogue est le levier privilégié des transformations, dialogue social dans les entreprises, dialogue professionnel. Et le 4e, c'est la lutte contre les inégalités. Voilà, je voulais donner ces précisions sur le CESE. Parfait.
Et de même, je vous redonne la parole quand même pour que vous nous présentiez la dernière proposition donc, du projet Sens, pour voilà, dire aussi que vous êtes complètement sur ces questions du sens à l'ouvrage. Quelques mots. Bon, très rapidement, voilà, fruit de ce travail de 1 an avec les entreprises du projet Sens, donc une centaine de personnes qu'on a auditionnées, et groupes de travail avec les salariés dont je parlais, et puis un manifeste avec des engagements, et on a choisi de mettre open source, donc diffusé gratuitement sur projet-sens.fr. Voilà, je vous invite à aller consulter ce travail. On va rentrer dans le vif du sujet. Comme je le disais au départ, voilà, 3 professionnels. Alors, ce sont plutôt des gens très diplômés, mais qui ont fait des choix assez engageants à différents degrés dans leur vie professionnelle. Je vous propose de les écouter. Bonjour à tous. Donc pour expliquer ma vie professionnelle, je suis formateur au Campus de la Transition. Donc le Campus de la Transition, c'est une association en Seine-et-Marne. C'est un organisme de formation qui propose des séjours immersifs pour des étudiants, pour des professeurs, enseignants-chercheurs et pour des professionnels. Et c'est un écolieu dans lequel vivent une vingtaine de personnes qui choisissent d'expérimenter une vie partagée, une vie sobre et une vie la plus cohérente possible avec les contraintes écologiques de notre époque. Et donc, moi, je propose de partager cette expérience à des groupes qui viennent en formation et puis de les former de manière intellectuelle aux enjeux de transition écologique et de leur donner des clés pour agir. Je suis arrivé là juste après mes études et une année de césure. Donc, j'ai étudié à Polytechnique. Voilà. Pendant mes études, j'ai été très engagé sur les questions écologiques. Je suis arrivé au moment du lancement du manifeste étudiant pour un réveil écologique, qui mobilisait 30 000 étudiants qui disaient vouloir agir dans leur carrière sur les questions de transition écologique et se tourner vers des employeurs compatibles avec leurs valeurs. Donc, en fait, dès le début de mes études, j'ai eu un fort engagement dans le monde militant, dans le monde de la jeunesse pour le climat. C'était aussi la période des grandes marches pour le climat et des grèves pour le climat. Et puis, à la fin de mes études, j'ai décidé de faire une année de césure, de recul sur mes engagements, sur ce monde, en allant vivre à l'abbaye d'Hautecombe, en Savoie, et en vivant une année de formation théologique. Et puis aussi pour discerner la suite de mon engagement professionnel. Et donc, en sortant de cette année de césure, j'ai désiré à la fois avoir un travail qui soit toujours très orienté sur ces questions de transition écologique, un travail à temps partiel pour avoir un engagement bénévole à côté, notamment dans le monde chrétien, pour essayer de porter ces préoccupations écologiques dans le monde chrétien. Et puis, un travail qui aille assez loin à la racine des problèmes, que ce soit dans la manière dont on aborde les enjeux de transition écologique et puis dans ce que ça propose comme vision de la société. Et en même temps, un travail qui continue d'essayer d'embarquer un maximum de personnes dans ce mouvement pour le vivant. Et donc, j'ai bien trouvé cette posture radicale mais non marginale au campus de la transition, dans lequel je suis depuis bientôt 2 ans. Le début, ça a été comme pour beaucoup de personnes qui sont engagées sur les enjeux environnementaux, c'est que j'ai eu ma claque, ma prise de conscience de quels étaient les tenants et aboutissants du dérèglement climatique. Suite à ces claques-là, j'ai fait un gros déni de 2 ans, où j'ai endormi les informations que j'avais intégrées pendant une conférence, en l'occurrence. Et 2 ans après, j'ai voulu inconsciemment, puis avec du recul, j'ai fait le lien de pourquoi est-ce que j'avais fait ça. J'ai voulu intégrer la dimension environnementale dans mon travail et en fait, je l'ai fait au moment où j'ai commencé à travailler. Pour moi, ça a été, au même moment où j'ai commencé le travail dans lequel je suis toujours, aujourd'hui, donc il y a 5 ans maintenant. J'ai cherché à tâtons. J'ai pas su comment, trouver un mode d'action, dès le début. Donc j'en ai parlé un peu autour de moi. J'ai découvert ce que c'était que le Shift Project, que vous connaissez sûrement tous. Et il se trouve que la première édition de l'Univers Shifté d'été a été organisée, quelques mois après, que j'ai découvert, le Shift Project. Donc j'y suis allée. Il y avait une conférence sur comment, l'entreprise pouvait s'engager sur les enjeux environnementaux. Donc j'ai écouté attentivement et force de ces, actions, j'étais
d'autant plus convaincue que je pouvais faire quelque chose dans le cadre de mon travail. Et en continuant d'échanger, il y a un manager qui m'a dit: Va voir les collectifs, ils font un after-work ce soir, je pense que ça te plairait». Donc je les ai rencontrés, et tant les modalités d'intervention que les humains qui étaient derrière les collectifs m'ont complètement convaincue. Ça m'a convaincue parce que c'est une modalité d'engagement par l'action qui pousse, enfin qui facilite aux salariés qui ont envie de s'engager dans la transition environnementale dans l'entreprise, les idées d'action, les idées de structure, les idées de discussion à avoir dès qu'on veut mettre en place des actions environnementales dans son quotidien de travail, qui ne sont pas nécessairement demandées par ses managers, ses directeurs ou la direction tout court, mais qui sont pourtant bienvenues dans l'entreprise puisqu'elles viennent enrichir et approfondir l'engagement environnemental d'une entreprise. Et donc c'est comme ça que, en découvrant cette association et ces personnes, j'ai compris que c'était une modalité d'action, et donc j'ai répliqué la même chose dans mon cabinet en créant un collectif de salariés et en menant plusieurs actions au sein de mon cabinet. Je pense que l'écologie fait partie de toutes les activités humaines, qu'on a tous un impact, qu'on produit des déchets, qu'on s'inscrit dans le déséquilibre de l'évolution et de la vie. Et donc, c'est pas une dimension en tant que telle, mais c'est une partie intégrante de toutes les activités que l'on a. Et le point focal à avoir, c'est quelle attention, quelle compréhension, quelles actions on met en œuvre, et on peut véritablement entreprendre pour, je dirais, pour prendre conscience et agir sur l'écologie. Modestement dans mon parcours, et je pense que voilà, il y a autant de choix que de hasard dedans. J'ai débuté au port de Paris, où il y avait un enjeu de mettre à disposition du foncier pour favoriser des logistiques durables, notamment la logistique fluviale. Puis j'ai rejoint Veolia, où j'ai pu opérer dans un certain nombre de pays, en Asie, en Europe, sur les problématiques d'eau, de mise à disposition de l'eau, de qualité de l'eau, mais aussi d'énergie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut verdir le mix et faire des économies d'énergie, et sur tout ce qui est la partie retraitement ou revalorisation des déchets. Et plus récemment, je me suis réorienté vers l'agriculture. Heu, Pourquoi l'agriculture? Parce que je trouve que c'est un endroit où il y a beaucoup de besoins en termes d'innovation environnementale, et aussi beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Et bah, j'ai pu aller dans une start-up qui travaille sur la revitalisation des sols agricoles, et plus généralement, ces enjeux agricoles et l'impact que l'on peut avoir dans l'agriculture sont des choses que je trouve très exaltantes. Sophie, je m'adresse à vous. Dans le travail que vous avez mené lors des assises du travail et puis dans le rapport que vous avez rendu ensuite, est-ce que vous avez été surprise en fait par la place que prenait le changement climatique dans la façon de repenser le travail aujourd'hui? Ça s'est imposé, vous l'attendiez à cette place? Alors, dans le rapport qu'on a fait dans les assises du travail, on avait plutôt identifié le sujet, je dirais presque comme un enjeu d'avenir, sur ce qu'on a l'habitude maintenant. Je crois qu'il y a un consensus sur le fait qu'il y a 3 grandes transformations qui vont venir bouleverser de façon radicale l'organisation du travail, mais vraiment de façon radicale. C'est la transition écologique, avec des transformations de métiers, on va être obligé de consommer autrement, donc de produire autrement, donc de travailler autrement, c'est obligatoire. Les modèles économiques vont changer. L'intelligence artificielle, qui impacte déjà très très vite, et l'évolution démographique avec la baisse de la population active, et aussi du coup les mouvements migratoires, et comment on va accueillir les personnes qui vont arriver. Donc ça, on l'avait plutôt identifié dans un contexte de transformation majeure qui
qui nécessite que des collectifs de travail soient capables de s'adapter à ces transformations. Par contre, dans le rapport du CESE, qui, en 2023, la même année, sur l'impact des dérèglements climatiques sur la santé au travail, là, on avait demandé au sein de la commission, donc avec toutes les personnes que je vous ai dit tout à l'heure, de dire, depuis 2019, la loi climat et résilience, normalement, dans les entreprises, on doit parler de l'impact de l'environnement dans le dialogue social, dans les comités d'entreprise. Donc, dites-nous ce que vous avez déjà identifié, vous, dans vos organisations, comme bonne pratique. Et il n'y a aucune bonne pratique qui s'en montait. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas encore un sujet de dialogue dans les entreprises, la façon dont la transition écologique, dont l'impact des dérèglements climatiques touchait. Alors, l'emploi, il y a quelques études qui existent au niveau national, mais touchait le travail, les conditions de travail, l'organisation du travail. Donc nous avons lancé une enquête et on a fait une grande plateforme consultative auprès essentiellement des acteurs du dialogue social dans les entreprises et on a eu beaucoup de réponses. Et là, le premier enseignement, c'était que plus de 80% des personnes disaient oui, l'environnement, les transformations de l'environnement ont un impact sur la santé au travail. Et je l'ai déjà constaté. Et on leur disait, si vous répondez oui, dites-nous quoi. Et là, on a plus d'1 millier de verbatims dans des choses très différentes. Par exemple ? Eh bien alors, par exemple, on pense bien évidemment au sujet des travailleurs en plein air. Donc, on va penser aux travaux publics, bien évidemment, aux travaux agricoles. Je vous rappelle que c'est la première année où on a vu 6 morts dans les vendanges, dans le Bordelais et en Champagne, morts de chaud. Dans les vignes. Donc, bien évidemment, ces métiers-là ont pu raconter des choses, mais on l'a vu aussi chez les enseignants, comment on fait cours quand il fait 35 degrés et qu'il n'y a pas de rideau dans les fenêtres. On l'a vu aussi dans les métiers du lien dans les hôpitaux, dans les métiers de l'aide à domicile, mais dans tous les métiers de relation avec des usagers, avec des clients. Quand c'est la canicule, non seulement il fait très chaud et ça énerve tout le monde, mais on ne dort pas la nuit. Et le niveau de conflit dans les relations interpersonnelles est énorme. Le niveau de vigilance par rapport à des petits incidents, des presque incidents, est énorme. Et donc, on a eu un tas de verbatims qui montraient que oui, c'est déjà aujourd'hui quelque chose qui impacte. Alors évidemment, en 2024, on a du mal à s'en rappeler parce qu'on aurait bien aimé avoir un peu chaud, mais 2023, 2022, 2021, on a eu quand même des périodes de canicule très fortes. Donc plus de 80% disent oui, mais c'est moins de 15% qui disent « et on en a déjà parlé dans notre entreprise ». C'est-à-dire que c'est quelque chose que individuellement, y compris des représentants du personnel et des employeurs disent « oui, ça a déjà un impact, mais non, ce n'est pas encore aujourd'hui un sujet ». Donc ça, c'était un point important. Donc le deuxième, que ça ne touche pas que les métiers d'extérieur. Et puis le troisième sujet, c'est quand on leur a dit, mais à votre avis, pourquoi on n'arrive pas à en parler? Puisque c'est censé être une obligation légale, puisque vous le ressentez. Et en fait, il y a un grand, je dirais, un faux complexe. C'est-à-dire qu'on se dit, ah, mais les sujets environnementaux, c'est très compliqué. Et nous, représentants du personnel, nous, employeurs ou nous, DRH, dans les grandes entreprises, on a déjà tellement de sujets complexes, sociaux, avec des réglementations qui changent, on ne peut pas en plus devenir des spécialistes de l'environnement. Et donc, ils nous disent, il faut qu'on soit formés. Et je trouve qu'il y a deux choses là. Il y a un, oui, bien évidemment, il faut certainement renforcer la formation sur ces sujets, mais il faut aussi se dire que discuter ensemble de l'impact du changement climatique sur le travail, c'est pas devenir des spécialistes du bilan carbone ou de comment on change l'appareil de production. C'est déjà réfléchir, on l'a vu, quand il y a eu ces épisodes de canicule, il y a eu des réunions extraordinaires des comités d'entreprise pour mettre en place des mesures en urgence. C'était changer les horaires, c'était renforcer le télétravail, c'était adapter les uniformes ou les tenues. Et tout ça, c'était censé répondre au mieux en urgence. D'abord, ça n'a répondu pas au mieux pour tout le monde. Je pense que ceux qui habitent dans des grandes villes savent très bien que le télétravail, quand on est dans une chambre de bonne à Paris, c'est pas la solution. On aimerait mieux être au travail dans les bureaux climatisés. Voilà. Et donc ces sujets-là, en fait, c'était des équipements de protection individuelle, c'était des horaires de travail, c'était des choses, en fait, des conditions de travail. C'est des sujets habituels, des sujets de travail, et que, en fait, il fallait pas avoir trop peur de se dire, oh là, c'est des sujets environnementaux très loin, quand on regarde l'impact
des réchauffements climatiques, puisque je parle de canicule, mais il y en a plein d'autres, sur le travail, finalement, c'est les sujets de travail habituels et simplement, il faut le regarder de façon un peu anticipée et pas simplement gérer la crise. Jean-Baptiste, vous qui travaillez justement avec les entreprises et notamment avec beaucoup de DRH, est-ce que vous faites ce constat aussi qu'aujourd'hui ils sont un peu démunis par rapport à la façon de penser ce changement climatique qui vient maintenant impacter si fortement leur activité ? Je ne dirais pas qu'ils sont démunis. Ce que je constate, c'est qu'ils sont plutôt aiguillonnés, notamment par les jeunes que vous nous avez montrés en vidéo. Donc, c'est des personnes qu'on a auditionnées dans nos différents rapports, Réveil écologique et collectif, qui justement créent cette prise de conscience ou contribuent à cette prise de conscience à l'intérieur de l'entreprise en la décalant du point de vue du travail. Pas simplement du point de vue des actionnaires qui peuvent aussi avoir leurs propres préoccupations concernant cet horizon et ce changement en cours. Il y a aussi celui des travailleurs, comme ça a été dit par Sophie. Et moi, ce que j'entends dans ces vidéos, c'est souvent la pointe émergée d'iceberg, c'est-à-dire on voit des personnes qui sont en mission, on voit des personnes qui sont passionnées, qui très au fait justement de ces questions et qui dans certains cas peuvent justement mettre en difficulté leur chef dans l'entreprise. Benoît Elgan, que l'on a vu au début, voilà. On l'a connu lors de son discours de remise des diplômes de Polytechnique. Exactement. Voilà, où il a expliqué pourquoi il n'allait pas aller dans la voie toute tracée par son école. Exactement. Mais au-delà de ces quelques pourcents, nous, ce qu'on voit, c'est que c'est une préoccupation plus générale. Donc, il y a ces quelques pourcents en mission. Il y a aussi quelques pourcents qui font des reconversions. Mais en fait, derrière ces cas minoritaires, en fait, une grande partie des salariés s'interrogent sur ces questions. Que fait mon entreprise ? Et c'est vrai que dans les médias jusqu'à présent, on a beaucoup de prises de position du point de vue de la responsabilité individuelle dans la consommation. Et ce qu'on entend beaucoup quand on interroge les jeunes au travail, c'est de dire on n'a pas envie de faire ça seulement le soir et le week-end. On a envie de pouvoir contribuer, du moins de ne pas contribuer négativement et essayer de contribuer positivement à travers notre activité professionnelle. Et quand je vois ça, je me dis qu'on n'était pas à côté du sujet en 2017, justement, dans le rapport que vous citiez, où on était parti du principe avec Nicolas Notat et Jean-Dominique Sénard du constat d'une financiarisation dans l'entreprise, et on a proposé cet outil de la raison d'être pour réorienter les discussions dans l'entreprise de qu'est-ce qu'on a envie de faire collectivement. En revenant à Peter Drucker, qui n'est pas un révolutionnaire, voilà, qui était un professeur de management aux États-Unis, qui conseillait des dirigeants américains, qui disait la rentabilité n'est pas le but de l'entreprise. Ça ne veut pas dire que l'entreprise ne doit pas être rentable, ça veut dire que ce n'est pas le point de départ. Le point de départ, c'est une vision qu'un dirigeant, qu'un manager peut avoir par rapport à son activité, par rapport à son secteur, qui va faire un certain nombre de paris, et qu'ensuite, la rentabilité va être la vérification, est-ce que cette analyse était la bonne. Et donc on a voulu remettre dans la discussion, voilà, quel est votre pari collectivement dans votre équipe, dans votre filiale, dans votre groupe, où est-ce que vous avez envie d'emmener vos salariés, votre activité, partagez-le avec eux, pour ne pas vous retrouver justement avec des mini-révolutions, des aiguillons désorganisés dans l'entreprise, parce qu'en fait, bien souvent, il y a des choses qui se font, et il faut les mettre dans cette cohérence et dans cette visibilité dans les équipes. Ils ont fait le choix justement de repenser leur travail, leur carrière différemment. Concrètement, est-ce que ça a été compliqué? À quoi ils ont renoncé? En tout cas, quels sont les choix qu'ils ont faits? On va les écouter. Oui, notamment, j'ai décidé de ne pas travailler à temps plein, mais de travailler uniquement 3 ou 4 jours par semaine pour certainement remettre le travail à sa juste place. Je crois que pendant mes études, je me suis rendu compte que notre système productif aujourd'hui détruisait le vivant, enfin, était en grande partie responsable de la destruction du vivant.
et que nos modes de consommation associés, bah, on était responsables, c'était très corrélé. Et donc, il y avait certainement besoin d'inventer un autre rapport au monde. Euh, et notamment, je crois que j'avais le désir de me laisser plus de temps pour un engagement citoyen, pour avoir du temps pour vivre, consommer autrement. Et puis aussi, je pense, dans ce rapport au monde déviant, avoir plus de temps pour ma vie spirituelle et pour bah, prendre soin de ma relation à Dieu et puis aux autres. Et donc aujourd'hui, c'est ce que je vis. Je dirais que j'ai mon travail 3 ou 4 jours par semaine au campus de la transition. Et puis après, j'ai une appartenance forte dans un mouvement chrétien qui s'appelle Lutte et Contemplation, dans lequel on vit ces deux pôles, à la fois un pôle de lutte, c'est-à-dire d'engagement citoyen, d'engagement pour la justice écologique et sociale, en prenant part à différentes actions, différentes mobilisations. Et puis un pôle plus de contemplation, donc contemplation évangélique, voilà, de prière ensemble, personnelle, et puis aussi de fraternité, de gratuité dans des relations, dans ma vie chrétienne. Voilà. Et donc j'ai décidé de ne pas faire du travail le centre de ma vie ou de mon temps, mais de lui accorder une place importante, mais avec couplé à d'autres engagements qui sont aussi très importants pour moi. Effectivement, le fait d'avoir l'association Les Collectifs qui m'a montré et qui continue de me montrer comment un salarié dans une entreprise peut s'engager, ça a été une source d'inspiration phénoménale pour moi identifier ce que je pouvais mener comme action dans mon cabinet. Donc les premières actions, c'était des actions de structuration d'un collectif, donc trouver les personnes avec qui s'engager au quotidien. Donc ça a été aussi une forme enfin, ça a eu un gros impact sur mon quotidien de travail puisque ça m'a permis de rencontrer énormément de personnes et de diverses horizons, premièrement. Deuxièmement, ça a été d'identifier les actions qui font sens au sein de mon cabinet versus des actions qui sont différentes dans une autre entreprise. Et c'est là où les collectifs, l'association a été une source d'inspiration pour voir ce qui a déjà été fait, mais aussi pouvoir échanger avec d'autres, en l'occurrence, entreprises de notre secteur pour savoir ce que eux avaient pu faire et jusqu'où ils avaient pu aller. Et ça nous a permis de voir beaucoup plus loin et de beaucoup plus ambitieux. Je m'explique, la première grosse action que nous avons menée avec mon collectif, après des mois de petites actions, on va dire, ça a été d'organiser ce qu'on appelait la Earth Week, en bon français, donc la Semaine de la Terre. Avec une somme d'actions très variées. Ça a été des collectes de déchets numériques avec évidemment une explication de mise en contexte de pourquoi est-ce qu'on faisait ça. Ça a été de faire une exposition de photos par des consultants sur le thème de la nature, évidemment. Voir du coup comment est-ce qu'on pouvait mettre dans les locaux des exemples de nature beaucoup plus ancrés, même ne serait-ce que pour rentrer dans le bâtiment. Ça a été de faire une conférence de sensibilisation avec Marc-André Sellos, sur du coup la dimension plus biodiversité. Ça a été de faire évidemment des actions de sensibilisation connues de type atelier fresque du climat, atelier d'automne. Et ça a été, mais bon ça a été, on aurait aimé être encore plus ambitieux, mais de mettre des premières briques d'échange avec la direction et nos associés en fait sur la dimension environnementale au sein de leur travail au quotidien. Donc l'idée c'était d'intégrer un peu plus la dimension stratégique dans cette action-là. Et toutes ces idées-là, on les a eues et on a eu le courage de les mener parce qu'on nous avait déjà montré que ça avait été possible dans d'autres cabinets. Mais il n'y avait pas de raison que nous, on ne puisse pas le faire. Et évidemment, on a essayé d'adapter en fonction du niveau de maturité, des budgets évidemment, et de la disponibilité des consultants dans notre cabinet. Ce qu'il y a de sûr, c'est que j'avais envie d'être plus au grand air et que l'ancrage de ma famille dans une région et en France était quelque chose qui faisait partie de ma réflexion lorsque j'ai fait ce pas-là, tout comme le souhait d'avoir, je dirais, une dimension plus entrepreneuriale, plus humaine au sens petite cellule, voilà, et plus connectée au vivant, et que ça faisait partie de ma réflexion. Après, je pense qu'il faut savoir raison garder. Souvent, j'ai l'habitude de dire ce que Camus disait à propos du mariage, c'est-à-dire on croit choisir et puis on est choisi. Il se trouve aussi que voilà, dans cette réflexion-là, j'ai vu la mission de cette start-up et que je me suis dit que c'était là où il y avait plus de sens et que eux, je dirais, étaient attirés par quelqu'un qui puisse voilà, avoir cette connaissance
de la manière dont fonctionne une entreprise, de la manière dont on peut la faire grandir, et que voilà, ce mariage entre guillemets c'est fait. Ce que je retiens quand même aussi de ça, c'est que c'est en se confrontant aux problématiques que on peut en prendre toute la profondeur et toute la dimension. Je prends un exemple. Lorsque Veolia transformait des centrales de production de chaleur au charbon pour passer à de la paille, ben, j'avais été très content, très fier de voir ces projets-là. Et je le suis toujours. Mais par contre, quand j'ai compris que cette paille, ben, finalement, elle pourrait pas nourrir les sols et que les sols et les micro-organismes du sol avaient besoin de feuilles mortes, de paille et d'un certain nombre de choses pour pouvoir créer de l'humus, eh ben, ça m'a réinterrogé justement sur qu'est-ce qui est véritablement le bon équilibre et enfin, quelles sont les autres dimensions qu'il faut intégrer et de sortir finalement peut-être de certaines images d'Épinal. Donc c'est ça ce que j'ai le plus apprécié dans ce retour à la Terre qui m'a été permis de vivre. Jean-Baptiste, tout à l'heure vous avez dit on a ces jeunes générations qui viennent voilà, mettre un petit coup d'aiguillon aux entreprises. À l'époque, quand Benoît Algan et d'autres en remise de diplôme, il y a eu HEC, il y a eu Paris Agrotech, il y a eu alors avec des positions plus ou moins radicales, et donc Benoît à Polytechnique. On a l'impression que les entreprises ils se sont dit bon bah écoutez très bien, vous voulez pas de nous, nous on veut pas de vous. Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que le dialogue et ce que revendique justement cette génération de jeunes qui étaient aussi très impactés par le Covid, hein, il y a eu une réflexion quand même assez poussée à ce moment-là sur la façon dont ils voyaient leur vie. Comment se passe ce dialogue? Est-ce que ça dialogue tout simplement d'ailleurs? Alors, je ne peux pas parler pour toutes les entreprises, seulement celles que je connais. D'abord pour dire que d'un certain côté, c'est peut-être les entreprises qui ont enclenché ce qui s'est passé, une partie de ce qui s'est passé avec la question de l'engagement au travail, de l'implication au travail, qui est prônée en leur sein. Le sens est en quelque sorte une réponse du berger à la bergère de dire, puisque vous voulez qu'on soit engagé dans notre travail, regardez nous ce dont on a besoin, voilà ce qu'on demande. Donc c'est pas à sens unique, il y a une sorte de dialogue entre les deux, et moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout de divorce sur la question, comme on avait pu penser au moment de ces exercices de communication un peu flamboyants. Je dirais, voilà, on trouve ça des deux côtés. On trouve aussi des entreprises qui repeignent tout en vert. Et ce que je trouve plus intéressant, c'est que voilà, et comment ça se passe dans la pratique. Et les exemples qu'on a ici, c'est justement des salariés qui essayent d'enclencher ce dialogue, qui est un dialogue finalement qu'on pourrait faire rentrer dans le cadre presque du dialogue professionnel dont peut-être nous parlera Sophie tout à l'heure. C'est pas un dialogue social uniquement, c'est un dialogue avec ses managers, de dire voilà, j'ai envie d'avoir une implication sur ces sujets. Dans ce qu'on a entendu, il y avait énormément de choses sur lesquelles j'ai envie de réagir très rapidement. Nous, dans le rapport, on donne la statistique 43% des actifs qui sont prêts à changer d'emploi pour un autre qui aurait plus de sens. Donc ça donne un peu le baromètre de ces questionnements d'un point de vue quantitatif, pour justement pas essayer de réunir, de limiter à une petite minorité de jeunes un peu excités qui font des coups d'éclat. Voilà, c'est beaucoup plus large. Donc quand on parle des moins de 35 ans, on est à 59% des actifs, donc effectivement c'est davantage, mais on est à 43% des actifs, tous âges confondus, et quand on interroge des gens de tous âges, ils disent bah oui, nous aussi. Peut-être qu'on est moins vocaux, on ne fait pas des marches, des choses flamboyantes comme ça, mais on se pose aussi cette question, et peut-être qu'on se la pose différemment. Il ne se la pose pas forcément directement avec ce lien sur le climat. Nous, ce qu'on donne dans le rapport, c'est 3 leviers sur ce sens au travail. On a un peu entendu dans les témoignages, il y a la question de la finalité. Donc là,
effectivement directement connecté avec le climat, mais il y a aussi le contenu de votre travail, et puis ce qui n'a pas trop été abordé, la question du management, de la reconnaissance, etc. Dans le dernier témoignage de Michel, c'est ce qu'on entendait un petit peu. Il y a évidemment, il disait la mission de la start-up, et on est dans la finalité, mais il disait aussi être au grand air, etc. Ça, c'est le contenu de son travail. Et en fait, ce qui est intéressant avec le sens, c'est que c'est très paradoxal. C'est à la fois quelque chose d'éminemment individuel et subjectif. Chacun va avoir un équilibre entre ces différents leviers. Et donc l'entreprise ne peut pas dire « bon ben voilà, ça a marché sur vos collègues, voilà comment vous avez trouvé du sens, on vous fait une politique descendante, une politique RH, ça ne peut pas se passer comme ça. » Et d'un autre côté, le sens, on voit bien, là dans les témoignages à nouveau, on voit ces jeunes qui cherchent un lien à travers les collectifs qui rejoignent, mais ça se fait aussi dans l'équipe, dans l'entreprise plus largement. Dans cette demande de sens, il y a une demande de lien aux autres, de pouvoir se regarder dans la glace quand on parle avec sa famille, avec le client, la qualité de ce qu'on fait, avec les collègues. Donc il y a toute cette équipe qui se fait. Et pour finir, je dirais que ce qu'on a entendu, j'ai trouvé passionnant dans le dernier témoignage de Michel, c'est moi, je trouve que ça incite à ne pas faire ça chacun dans son coin, avec la petite consommation. Ah bah tiens, j'ai découvert que... Là, on voit l'intérêt de toute la puissance de l'entreprise, de ne pas faire des choix comme ça rapidement dans son coin, de dire ah bah tout d'un coup, il faut que toute la biomasse serve à faire des énergies, des réseaux de chaleur, etc. Et puis tout d'un coup, on se rend compte, bon bah voilà, on a complètement dévitalisé ça. Donc on a besoin de cette puissance de frappe du collectif de l'entreprise. L'entreprise et peut-être l'échelle humaine aussi d'un groupe qui peut sentir qu'elle peut influer, qu'elle peut changer quelque chose. Récemment, j'ai entendu une interview passionnante d'un psychopaléontologue, voilà, ça existe, qui nous dit que en fait, si vous le savez pas, globalement, on n'est pas sorti de la grotte et que en fait, on est capable uniquement de se référer à ce qui constitue en fait la tribu, c'est-à-dire 50 personnes. C'est-à-dire que comprendre dans un groupe de 50 personnes quel est son impact, ça on est capable. Au-delà de 50 personnes, ça devient totalement flou et peut-être qu'en effet, l'entreprise, enfin des collectifs sont des endroits où justement on peut considérer son impact. Sophie, on a entendu des choix assez radicaux de quitter certaines carrières pour aller retrouver sa terre, passer à du temps partiel. On entend aussi que le lieu du travail peut être le lieu de la militance, organiser des expositions, allier son temps avec une action plus radicale comme celle de Benoît, avec spiritualité, voilà, j'ai oublié le nom de son association, il nous en excusera. Lutte et contemplation, voilà. Et il y a aussi Greenfest, enfin, il y a un certain nombre de collectifs aujourd'hui sur la pensée chrétienne et l'action. C'est la question du sens là qui est posée. Le travail aujourd'hui, on est en train de changer de perception dans la vie. Je pense que c'est la même place, ça. Oui. Je crois que le Covid, et pas tant l'origine du Covid, mais le confinement auquel il a abouti, ça a été une expérience collective, justement, absolument inédite. Parce que tout le monde, et pas seulement les jeunes, et pas seulement les cadres... Ils ont été bien touchés, hein, les jeunes. Pardon ? Les jeunes ont été particulièrement impactés. Ils ont été très, très impactés. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était une expérience collective universelle où tout le monde s'est posé cette question de la vie au travail et le travail dans ma vie. Je ne connais pas quelqu'un qui ne s'est pas posé cette question-là, quel que soit l'âge, et pas seulement les cadres. Tout le monde s'est posé cette question-là. Et ça, le fait que ce soit une question qui a été posée collectivement à tout le monde, ça a forcément un impact, ça laisse des traces. Donc oui, bien évidemment, c'est un sujet qui vient. Maintenant, s'il laisse des traces aussi, c'est parce que c'était une évolution qui était avant la crise et qui était en train de bouger sur notamment des questions d'individualisation et de sens de ce qu'on fait. On parlait des pratiques managériales. Dans les assises, c'est beaucoup remonté le sujet du management par les chiffres, les KPI liés à une économie financiarisée qui pousse à ça. Donc c'était un mouvement de fond, mais c'est vrai que là, il y a eu quelque chose qui a changé. Maintenant, tout le monde ne peut pas avoir un métier qui va transformer le monde. Tout le monde ne peut pas être militant actif d'une ONG ou dans une entreprise qui a ça pour objectif. Pour autant, c'est vrai que c'est
très partagé par beaucoup de salariés. Dans l'étude qu'on a fait au CESE, là, quand on voulait demander l'impact du dérèglement climatique, on demandait aussi, est-ce que vous avez déjà, vous, vécu ou été témoin de droits de retrait ou de choses un peu dures dans l'entreprise? On a eu, par exemple, alors chez les cadres, très souvent, des cadres qui refusent de faire des déplacements en avion qui sont inutiles et où la visio peut remplacer. Mais on a vu aussi des jardiniers dans des collectivités territoriales, parce que c'est pas que les entreprises privées, hein, c'est le travail, y compris dans le secteur public, qui disaient je refuse d'utiliser tel et tel produit, c'est mauvais pour ma santé, c'est mauvais pour la planète. Et moi je refuse maintenant d'utiliser tel ou tel produit. Donc on voit bien que un métier de cadre, un métier de jardinier, c'est pas sauver la planète, mais pour autant dans l'activité quotidienne, oui, il peut y avoir des réflexes comme ça. Et puis, ce qui ressort beaucoup aussi, c'est on veut plus le greenwashing. C'est-à-dire que ce greenwashing-là, il insupporte tout le monde aujourd'hui maintenant. Et pas simplement les ONG qui ont l'habitude de surveiller les rapports des entreprises sur le sujet. Et quand alors là, on va plutôt peut-être toucher des cadres, mais beaucoup de DRH disent, quand ils ont des personnes qu'ils ont en entretien d'embauche, les questions de leur engagement environnemental, social, sociétal est posée, et souvent c'est oui mais c'est pour de vrai, ou oui mais quelle preuve vous pouvez donner. Donc le preuve à l'appui c'est devenu essentiel. Et puis au troisième sujet aussi que je voulais dire, c'est le sujet de l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, elle vient de ces transformations environnementales et on sait tous le caractère anthropique du sujet. Oui, c'est l'activité humaine qui l'a créé. Pour autant, je suis pas sûre que l'entreprise est vraiment la cible ou la cause bien identifiée du sujet. Par contre, ça peut être la réponse. C'est-à-dire que face à l'éco-anxiété, et comme à tous les types d'anxiété d'ailleurs, mais face à l'éco-anxiété, le sujet c'est d'avoir le sentiment de pouvoir agir, et chacun à son niveau. Ça peut être par des éco-gestes, ça peut être par une transformation de métier, ça peut être par du mécénat de compétences sur des sujets environnementaux, ça peut être par du bénévolat, ça peut être par une action de l'entreprise, ça peut être par analyser la transformation des métiers dans la prise en compte des normes environnementales. Il y a 10 000 façons pour une entreprise de prendre en considération et de donner la possibilité aux salariés d'agir. Mais vraiment, de l'éco-geste jusqu'à la transformation du métier en passant par du mécénat de compétences, en donnant la possibilité d'agir, dans l'entreprise, il y a des moyens de lutter contre l'éco-anxiété. Mais au final, et je crois qu'on se rejoint avec Jean-Baptiste là-dessus, tu disais finalité, on vient d'en parler, contenu, j'en ai parlé, mais aussi la reconnaissance. Et ça, c'est vraiment l'objet du rapport qu'on a fait avec Jean-Dominique Sénard, reconsidérer le travail. Il y a des études qui ont été faites récentes, qui sont d'ailleurs citées dans notre rapport, qui montrent que les salariés, les travailleurs, parce que c'est aussi ceux du secteur public, et veulent être écoutés et veulent que leur point de vue soit pris en considération. Et sur l'adaptation aux transformations climatiques, ils sont aux premières loges et ils ont des choses à dire sur des choses qui peuvent être faites. Et là, au niveau du management, aujourd'hui, il y a un changement de culture à opérer ? Absolument, c'est pas un changement culturel, nous on appelait ça la révolution managériale. Donc on n'est pas dans le petit changement, il n'y a pas une transition écologique, il y a une transformation radicale qui est nécessaire par rapport à l'écologie. Et donc face à une transformation radicale, il faut une révolution managériale, ça c'est sûr, qui vise à écouter davantage, à associer les salariés aux solutions, parce que de toute façon l'ampleur des transformations à mener est telle que de penser qu'un dirigeant tout seul dans son coin, il va trouver la solution, c'est juste, ou une dirigeante, c'est juste illusoire. Il va falloir que ce soit les collectifs de travail qui trouvent les solutions pour faire face à ces changements, à ces bouleversements qui sont déjà à l'œuvre. On va à nouveau écouter nos trois intervenants qui continuent de nous expliquer la façon dont ce changement de carrière, ce changement de vie impacte leur relation au travail. Oui, bien sûr, c'est pas totalement évident de choisir de bifurquer, de pas suivre une carrière classique. Ça demande certains renoncements et puis certainement certains tâtonnements qui sont peut-être les plus inconfortables. C'est-à-dire de passer par les périodes de chômage, de se questionner sur est-ce que c'est le bon choix ou pas. Et ça, c'est un peu exigeant. Je crois que c'est possible quand on a un minimum de sécurité. Donc si on a des cercles familiaux, des cercles amicaux qui soutiennent dans nos choix, et moi je sais que j'ai la chance que ce soit le cas. Moi j'ai aussi la chance d'avoir un diplôme
qui fait que je sais que d'une manière ou d'une autre, j'arriverai à trouver un travail qui me, enfin, quoi qu'il arrive, quels que soient les aléas de la vie. Et donc, j'ai cette chance ou cette liberté, mais du coup, j'ai aussi cette responsabilité. Enfin, moi, je n'ai pas envie de jouir de mes privilèges, mais au contraire, vu que j'ai certains privilèges, j'ai envie de m'engager et de donner davantage, et donc de faire des choix qui soient plus engageants. Voilà, ça suppose aussi bien sûr de baisser de son niveau de vie. Mais moi, je ne regrette pas d'avoir un salaire qui est, à mon avis, deux fois inférieur aux personnes de ma promotion. Euh, Parce que je crois que c'est assez libérateur, en fait, de pas avoir trop d'argent, mais d'avoir l'argent qu'il faut pour vivre dignement. Et c'est mon cas. Voilà. Et puis ça suppose de régulièrement revenir au sens, à la finalité de son travail. Voilà. Et de pas s'enfermer dans un confort, mais de chercher toujours ce qui est juste. Et je crois que l'enjeu, c'est que chacun discerne, en fait, où est-ce qu'il se sent appelé, comment il peut mettre ses compétences propres, ses aspirations au service d'un monde plus juste. Et qu'il n'y a pas de une bonne voie, mais qu'il y a une bonne voie pour une personne. J'ai l'impression que empiriquement, les personnes qui vont initier des collectifs dans les entreprises et les premières personnes qui vont rejoindre un collectif naissant dans une entreprise, c'est les profils de personnes qui ont ce besoin viscéral d'optimisme au quotidien de trouver et donner du sens dans leur action au quotidien. Vu que le travail, c'est des centaines et des centaines d'heures dans une vie, on peut penser le travail comme étant une plateforme d'engagement. Et les collectifs dans les entreprises permettent ça. Et ces personnes qui ont cet optimisme au quotidien et au quotidien professionnel peuvent permettre de créer des environnements qui vont leur permettre d'agir évidemment à échelle individuelle, d'agir à échelle collective de ces personnes très 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 optimistes et dans l'engagement et dans l'action, mais aussi de rassembler des personnes qui n'auraient pas nécessairement pensé leur engagement dans le travail, via le travail, qui n'auraient pas nécessairement pensé l'engagement via un mode de pensée positif et par l'action, et qui leur permettent du coup de progresser. Et au global, de ce que j'observe parmi différents collectifs d'entreprises, c'est que c'est au moins une modalité d'action à une échelle réduite, donc 2, 10, 15 personnes. Et c'est au mieux, dans vraiment les scénarios où le plus de critères s'alignent, des modes d'action qui permettent d'avoir un impact sur l'imaginaire collectif au niveau d'une entreprise. Et ça a des impacts sur la stratégie, les métiers, les engagements concrets. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose de positif pour moi, enfin, de ce que je comprends. C'est plus la portée de l'action qui variera en fonction de l'environnement de travail dans lequel on est. La première chose qui me vient à l'esprit en entendant ta question, c'est ce qui m'a frappé, c'est l'incroyable énergie et enthousiasme qu'on pouvait avoir autour d'un projet ou d'une équipe jeune euh, quand on est vraiment sur quelque chose d'assez simple, d'assez pur et qui est porteur de sens. Mais chose qui va aussi avec un grand inconfort, parce qu'on sait qu'une boîte sur 10 dans les startups ne résiste pas. On sait qu'en permanence, on est une petite goélette sur un vent force 10, et que entre trouver les financements, faire en sorte que les solutions fonctionnent, trouver des clients et tout ça, ben on est dans une zone d'inconfort. Et moi, je pense que ça m'a beaucoup apporté sur ben, la compréhension de ce qui est ma fragilité, du fait que ben voilà, quand on quitte pas mal de zones de confort, ben, le roi est nu. Et c'est vrai que dans l'entreprise, souvent, à la fois on cherche toujours plus de confort et en même temps l'entreprise nous met dans une position où on est un petit peu le surhomme, c'est-à-dire qu'on est celui qui doit réduire au maximum les aléas, l'incertain, on est un rempart face à l'incertitude, et ton chef attend de toi que, ben, grosso modo, que dans ton périmètre, il n'y ait pas de problème. Or, je pense que la réalité, c'est pas ça, et que plus dans l'époque dans laquelle on est, avec des incertitudes climatiques, mais aussi des incertitudes économiques, une situation internationale qui est pas sûre, le Covid qui fait bouger les choses et ainsi de suite, la situation politique, bah, fait que euh, se confronter à l'incertitude et considérer que ça fait partie des choses et de voir comment naviguer, comment vivre et comment être heureux
avec ses fragilités, avec sa propre fragilité, eh ben, c'est, je dirais, retrouver une forme de résilience et une forme de robustesse. Et je pense que ça peut être émotionnellement et psychologiquement très, très, très perturbant, mais c'est un combat qui, je pense, fait réellement grandir. Sophie Thierry, pour conclure cet échange, s'il y avait des points à mettre en avant aujourd'hui sur la façon de s'adapter, alors je sais que Christophe Béchu, quand il était ministre de la transition écologique, avait eu le malheur de dire il va falloir s'adapter, ça a valu une certaine polémique, mais on en est bien de là. S'il faut s'adapter aujourd'hui au changement climatique, on annonce 4 degrés à la fin du siècle, aujourd'hui plus 4 degrés. Quelles sont les priorités? En sachant aussi, et vous l'aviez dit au début de cette table ronde, que évidemment le changement climatique, ce n'est pas la seule chose aujourd'hui qui impacte le travail. Vous avez placé la nouvelle technologie, notamment l'intelligence artificielle, et la question de la démographie. Donc comment est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je vais centrer ma réponse sur le monde du travail, ce qui est la chose que je connais un petit peu, et vous raconter. Quand au CESE, on a travaillé sur les acteurs de l'emploi et du travail pour réussir la transition écologique. C'est par la planification écologique. C'est parce que le secrétariat général à la planification écologique avait fait une superbe feuille de route dans laquelle il est donné des objectifs pour le bâtiment, pour le transport, pour l'alimentation, et il avait complètement oublié de parler de l'emploi. Et on avait dit, mais attendez, pour avoir des bâtiments rénovés sur le plan énergétique, c'est bien, vous vous êtes fixé des super objectifs et c'est bien, on a besoin de ces caps-là, mais très concrètement, qui va le faire? Et donc, ils ont complété en disant, bon, ben voilà, la feuille de route emploi qui va avec, en disant, donc il faut tant de personnes. Ben oui, mais il faut que les personnes soient compétentes sur le sujet. Ah oui, donc on va compléter notre prévision et on va dire qu'il faut tant de formations. Puis les formations sont là et puis elles sont vides. Pourquoi? Parce qu'on ne parle que de l'emploi, de façon macroéconomique. Mais à un moment donné, ce qu'il faut, c'est se mettre à hauteur de femmes et d'hommes. Qu'est-ce qui fait que les gens vont avoir envie de retourner travailler dans l'agriculture? Pourquoi ils vont avoir envie de faire de la rénovation des bâtiments? Pourquoi ils vont aller de la voiture thermique à l'électrique? Et on sait qu'en passant de thermique à l'électrique, il y aura moins d'emplois de toute façon. Donc il va falloir qu'ils se reconvertissent ailleurs. Donc on a essayé de faire ça dans cet avis du CESE, c'est de se placer à hauteur d'hommes et de femmes en disant, selon que je suis en formation initiale et que je vais rentrer dans le marché du travail, selon que je suis dans la situation des 3 personnes qu'on a vues, je suis en emploi, mais j'ai envie de quelque chose qui donne vraiment du sens. Ou bien je suis impactée par des licenciements à venir parce que dans mon secteur, ça va être fini. Ou bien je suis demandeur d'emploi et j'ai envie de m'inscrire dans un emploi durable. Qu'est-ce que je peux mobiliser? Et là, on voit qu'il y a des outils, mais ils sont très peu mobilisés. Et moi, je pense que la capacité d'adaptation, ça sera de concilier une sorte de droit à la reconversion et de systèmes massifs qui permettent des reconversions professionnelles avec tout l'accompagnement nécessaire, le conseil, l'orientation, la formation professionnelle, de tester des métiers, de la protection sociale qui accompagne tout au long de la vie. Pôle emploi, France Travail, pardon. Mais à l'époque, c'était Pôle emploi. Il disait qu'une personne qui rentre sur le marché du travail aujourd'hui changera entre 13 et 15 fois d'employeur. Donc oui, il faut accompagner vraiment individuellement, en conseil, en orientation, en formation, les reconversions professionnelles parce qu'il va y en avoir beaucoup. Et ça sera normal parce qu'il va falloir beaucoup s'adapter à tous ces changements. Et ça peut être une très bonne nouvelle de se dire qu'on n'a pas un métier pour toute la vie, mais que si on veut, on va pouvoir bouger. Voilà. Mais il faut renforcer cet accompagnement individuel et collectif. Même question, Jean-Baptiste. Alors je vais réagir par rapport à ce que disait Benoît, qui parfois présente quelque chose d'idéal, où il va très loin dans ses convictions. Et je voudrais dire qu'on n'est pas tous obligés d'aller dans le chemin qu'il trace, il ne faut pas mettre la pression. Et que souvent on confond, moi j'ai beaucoup de questions quand on parle du sens au travail, entre sens au travail et équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Et parce que souvent c'est porté par les mêmes personnes. Vous voyez, ils vont tous les 3 parler. Voilà. Benoît, il est très engagé sur ces sujets et en même temps il dit je travaille que 3 jours. Bon,
il est en emploi 3 jours, parce que son travail bénévole, c'est quand même un travail. Mais voilà. Et en tout cas, c'est pas forcément corrélé. Je vais donner des contre-exemples dans le secteur associatif, dans le secteur de la culture. Par exemple, on a des personnes qui trouvent énormément de sens dans leur travail, mais qui sont au bord du burn-out, justement parce qu'ils ont une cause et qu'ils ont du mal à prendre du recul par rapport à cette cause. Donc, même si certaines personnes portaient 2 combats à la fois, c'est des choses très différentes. Et aujourd'hui, moi, les économistes s'y risquent, mais je ne sais pas s'il va falloir travailler plus pour assurer la transition parce qu'on a moins de produits phyto et donc il va falloir plus désherber à la main, ou est-ce qu'on va travailler moins parce que l'intelligence artificielle va on va lui déléguer un certain nombre de tâches. Donc en tout cas, moi je ne ferai pas de corrélation automatique entre ces deux débats. Et peut-être le point de sortie pour moi, c'est la question du dialogue. C'est-à-dire, pour mener à bien ces transitions qui redéfinissent le contenu des métiers, le périmètre des métiers, la répartition dans les métiers, et aussi, ce que je disais à l'instant, la question de l'intelligence artificielle. On sait que c'est une technologie qui n'a pas de mode d'emploi au départ. Il n'y a pas comment bien utiliser Internet, comment bien utiliser l'intelligence artificielle. Et donc, c'est chacun dans son... On essaye, mais voilà, c'est pas. Il n'y a pas de développeurs qui sont arrivés, qui ont conçu l'IA et qui disent bon voilà, il y a 2 bonnes façons de le faire. Et donc chacun avance avec une bougie à la main, éclaire ce qu'il peut. C'est ce que la recherche appelle la frontière irrégulière de l'intelligence artificielle. Et donc, ça va se faire de façon décentralisée. C'est pas quelqu'un tout seul dans son bureau qui va dire voilà comment ça va se passer. C'est les ingénieurs, c'est les travailleurs sur le terrain qui vont découvrir des choses dans les 10, 15, 20 ans, qui vont redéfinir leurs différents métiers et qui vont créer des conséquences importantes. Donc pour toutes les raisons qu'on a données aujourd'hui, plus ça ici que j'ajoute, ça va devoir se faire dans un dialogue professionnel entre les managers, la ligne managériale et les travailleurs très concrètement sur le terrain. On va s'arrêter là pour cette intervention. Un grand merci à vous deux. Je pense qu'on peut vraiment remercier Jean-Baptiste et Sophie. Je voulais juste préciser que dans votre fiche, Sophie, il est indiqué que vous étiez directrice de l'engagement social chez Aesio. Ça s'est arrêté il y a 1 an et vous êtes maintenant à votre compte pour faire du conseil RSE. Et puis merci à Eric Wendling et à Olivier Paquet qui ont préparé cet entretien.